Aux cyberharceleurs, j'ai rien à leur dire. C'est la première fois que je raconte cette histoire. Bonjour monsieur Nicolas Dupont-Aignan, dans quel esprit êtes-vous? Ah, ça s'est pas entendu ni vu. J'ai pas besoin de dire les yeux dans les yeux. Rien n'est jamais sûr. Monsieur Morin, bonjour. Vous êtes avocat, vous avez notamment défendu Nadia Dame et Nikita Bellucci dans des affaires de cyberharcèlement. Tout d'abord, pourquoi avoir décidé de défendre Nadia Dame et Nikita Bellucci? Tout simplement parce qu'elles ont fait appel à moi. Il n'y a pas un choix délibéré de ma part. On est appelé à l'aide et elles étaient en grande détresse. Il y avait urgence à agir dans un domaine qui est plutôt délaissé et plutôt en friche. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et que j'ai été amené à les défendre. Et pourquoi, selon vous, le cyberharcèlement, c'est un sujet qui est assez délaissé justement par la justice? Bon, d'abord, c'est pas le seul. On a une justice qui est malade. On est derrière la Moldavie en termes de budget, donc voilà, il y a aussi des priorités. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas obligatoirement aussi compris l'incidence que ça pouvait avoir dans la vie de tous les jours, l'ampleur que ça avait. On est en train de le découvrir, mais peut-être un petit peu tard, avec le mouvement des Gilets jaunes et le rôle des réseaux sociaux et notamment Facebook, pour essayer de fédérer, faire passer des messages, mettre la pression, réunir, organiser, etc., etc. Ça, c'est un volet, je dirais, démocratique. Et puis, il y a un volet de harcèlement à travers ces mêmes réseaux où vous avez une cible, quelqu'un qui est délibérément ciblé et sur lequel va fondre une meute. Selon vous, quel est le pire réseau social en termes de cyberharcèlement? Est-ce que c'est Facebook? Est-ce que c'est des réseaux sociaux plus destinés aux jeunes comme TikTok ou Snapchat? Disons que plus les réseaux sont ciblés vis-à-vis d'une population, même une population en termes d'âge, je crois que plus la parole, cette mauvaise parole se libère. Parce qu'on est vraiment dans l'entre-soi, et dans l'entre-soi, on dit et on fait n'importe quoi. Plus le réseau est ouvert, plus peut-être il y a une sorte de contrôle. Ça n'empêche pas les raids, parce que je n'appelle pas ça autrement, les raids de cyberharcèlement sur Twitter ou sur Facebook. Est-ce que, selon vous, les plateformes sont à la hauteur actuellement, en 2019, début 2019, en termes de lutter contre le cyberharcèlement? Il y a une évolution. Voilà. Il y a une évolution vers un mieux, mais ça n'est qu'un très 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 léger mieux. Twitter a du mal de par le premier amendement de la Constitution américaine sur la liberté d'expression qui est absolue, qui ne connaît strictement aucune espèce de limite, contrairement à nous avec notre loi sur la presse, qui est une loi quand même qui a près de 130 ans et qui a fait ses preuves. Tout ce qui est diffamation, tout ce qui est injure, Twitter ne s'en préoccupe pas et elle estime que c'est le libre débat. Dès qu'il y a des injures ou des diffamations aggravées, sexistes, homophobes, antisémites, racistes, là Twitter réagit aujourd'hui un petit peu mieux, mais dans un temps qui n'est pas encore celui du harcèlement. Le harcèlement va plus vite que la cessation du harcèlement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du forum jeuxvideo.com par rapport à ces histoires de harcèlement? Je crois qu'il y a eu un avant. Il y a un avant et un après l'affaire Nadia Dame. D'abord parce que ça a fait tout bizarre à ces jeunes qui n'avaient pas tous d'ailleurs entre 18 et 25 ans. Il y en avait qui étaient plus âgés, comme quoi on peut aussi être jeune dans sa tête et sur ses réseaux. Mais je crois qu'il y a eu un avant et un après parce qu'il y a eu une vraie prise en compte de ces réseaux qui étaient moins connus du grand public et sur lesquels se déversaient des torrents et des torrents de boue et de haine. Il y a eu aussi un avant et un après dans la modération de ces réseaux. Et aujourd'hui, les modérateurs de JVC, alors certains adeptes ont migré vers d'autres où les modérateurs sont aujourd'hui moins présents, mais il y a une modération qui est mieux faite. Voilà. Ça ne veut pas dire que tout ne passe pas, mais ça veut dire que moins de harcèlement passe. En mars 2017, par exemple, en mars 2018, pardon, il était par exemple impossible de signaler un post sur jeuxvideo.com. Oui. Je prends mon exemple, j'ai essayé des insultes, des menaces contre ma famille, impossibilité complète de signaler. Il y a eu une reconfiguration du site en lui-même, technique, et puis il y a eu aussi des embauches de modérateurs. On a pu discuter d'ailleurs avec leurs dirigeants pour que soit mis en place de manière commune et en toute bonne intelligence une modération plus efficace. Et qu'est-ce que vous pensez du positionnement de Webedia à qui appartient jeuxvideo.com par rapport à ça, à cette lutte?
en les sent peut-être un petit peu plus concernés qu'avant. Mais quel chemin encore à parcourir. Et notamment dans la réaction, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait un traitement juridique de l'information de harcèlement. Il faut qu'on sache effectivement si ce qui est dit, parce que parfois on est à la marge, et il ne s'agit pas de créer des réseaux sociaux censurés, hein, mais parfois on est à la marge de ce qui peut se dire ou de ce qui ne peut pas se dire. En France, on a une loi, on a une interprétation, on a 130 ans de jurisprudence. En règle générale, il y a déjà eu un précédent sur des propos qui sont tenus aujourd'hui et qui l'auraient été dans un autre cadre, dans un journal, dans quelque chose de plus classique, des années auparavant. Donc il faut d'abord un traitement juridique et puis il faut surtout un traitement technique, sans doute avec des suspensions provisoires de comptes et des suspensions provisoires de sujets de forum, le temps d'analyser ça. Voilà. Parce que ça va très très vite, ça circule à une vitesse incroyable, et la loi Schiappa, qui est entrée en vigueur début août, a mis aussi une pierre à l'édifice en permettant justement que la meute du cyberharcèlement soit sanctionnée, alors qu'avant, vous savez, pour le cyberharcèlement, il fallait qu'il y ait une répétition du harcèlement par la même personne. Là, on prend en considération la cible, il y a une seule cible, peu importe qu'il y ait une répétition par la même personne, il suffit qu'il y ait une meute à l'encontre de cette cible. Et justement, vous parlez de cette même personne. Le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on peut créer plusieurs comptes. Par exemple, on voit des personnes qui se font suspendre leur compte, ils mettent dans leur bio, c'est mon 3e, mon 4e compte de secours. Comment on peut lutter contre ces deuxièmes comptes-là qui finalement n'ont pas d'impact quand on enlève un compte, mais qui se retrouvent directement sur un autre? Alors, c'est vrai qu'on constate que c'est même parfois une sorte de médaille qu'il se décerne. Moi, mon compte a été suspendu, j'en suis au 2e, au 3e, au 4e, au 5e, au 10e même, pour certains. Là, il y a une vraie responsabilité des réseaux eux-mêmes. Les adresses IP sont les mêmes, ils ont les moyens de se faire une sorte de blacklist. Ils la font, mais pas à une assez grande échelle. Et je crois qu'il y a à un moment des personnes qui doivent être privées de parole, ne serait-ce qu'un temps, et puis s'ils reviennent à de meilleurs sentiments quelques mois plus tard, eh bien, tant mieux, mais au moins ce temps-là aura été suspendu. Est-ce que pour vous, la plateforme Pharos, pour signaler justement tous ces faits-là, est à la hauteur des... Elle fonctionne bien. Voilà. Encore une fois, hein, le cyberharcèlement est plus rapide que n'importe quelle plateforme et que n'importe quelle réaction, puisqu'il est en premier. Voilà. On court toujours après. On est toujours en second. Je trouve que la plateforme Pharos fonctionne bien. En revanche, on voit bien qu'il y a une appréciation qui est différente entre les poursuites à Paris et puis la prise en compte du cyberharcèlement en région. Moi, je suis de ceux qui plaident pour qu'au niveau du parquet général, c'est-à-dire au niveau de chaque cour d'appel en France, il y ait un référent au niveau du parquet général qui soit un référent de cyberharcèlement et qui puisse aider à la formation à la fois des policiers et des gendarmes qui ne connaissent absolument pas ce qui se passe sur ces réseaux, en tout cas en cette matière-là, pour qu'ils soient formés et qu'ils puissent donner suite après aux plaintes qui sont déposées. Justement, quand moi je suis allé porter plainte pour menace de mort, l'officier de Pharos que j'ai au téléphone m'a dit s'ils refusent votre plainte, vous leur dites que c'est nous qui vous envoyons, et s'ils le refusent encore, lettre au procureur de la République. Ça symbolise bien ce que vous racontez sur le manque de considération de certains. Oui, alors on va espérer que ça change, mais de la même manière que des victimes d'autres faits, et plus graves que le cyberharcèlement, sont parfois mal accueillis dans les commissariats ou dans les gendarmeries. Là, en cette matière-là, c'est un peu une constante. Bon, bah, vous avez qu'à fermer votre ordinateur et puis y retourner, et puis voilà. Ça veut dire, on dit aussi à la jeune fille, bah, vous avez qu'à pas sortir le soir. Comme ça, il vous arrivera rien. C'est du même acabit. Il faut que ça change et qu'on considère que ça a des vrais impacts. On n'est pas obligé d'attendre qu'il y ait des suicides en la matière pour agir. Hier, 20 minutes a sorti un sondage, un sondage où des jeunes ont été interrogés qui parlait de 35% des victimes de harcèlement ont déjà dit qu'ils avaient déjà eux-mêmes harcelé. Est-ce que vous êtes étonné de cette proportion ? Ce chiffre est intéressant parce que ça signifie qu'ils ont pris conscience qu'ils étaient victimes de harcèlement parce que
ils en avaient été l'auteur. Il n'y a pas que cela. Mais forcément, quand on s'expose et quand on harcèle virtuellement, mais tout n'est pas virtuel, il y a une réalité derrière, on est devant l'écran et on reçoit ça en pleine figure quand on est cyberharcelé. Forcément, on s'expose plus et on s'expose soi-même à devenir une proie. D'accord. Qu'est-ce que vous avez à dire aux victimes qui ne veulent pas parler, qui ont peur de parler des faits de cyberharcèlement quand ils ont été victimes? Je veux leur raconter que quand on a découvert en vrai, dans le box, entouré par 2 policiers, et menotté ceux qui avaient cyberharcelé Nadia Dam, ceux qui avaient cyberharcelé Nikita Bellucci, forcément on les avait un petit peu fantasmés, ces cyberharceleurs. Et on a découvert des gens qui en réalité n'avaient pas de vie, qui en réalité étaient toute la journée derrière leur ordinateur, affalés sur leur lit, et que l'idée même de réaliser ce qu'ils avaient écrit leur était complètement était quelque chose de totalement aberrant. Il ne faut pas en avoir peur, parce que le passage à l'acte, évidemment on ne va pas le souhaiter, mais le passage à l'acte, il est quasi nul. Ces gens-là sont des peureux, ces gens-là n'ont pas de courage, ces gens-là ne sortiront jamais de chez eux pour aller vous violer, vous égorger, faire en vrai ce qu'ils ont dit sur un clavier. En revanche, le préjudice pour la victime qui reçoit ce message, il est réel, et la seule réponse, elle ne peut être que judiciaire, aller déposer plainte. Et justement, quand vous avez interrogé dans Brut, vous avez dit qu'il fallait être tenace, que ça avait un coût. Ouais. Beaucoup de victimes sont des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens eux-mêmes et qui ont peur d'en parler à leurs parents. Comment on peut leur, je ne sais pas comment dire, mais les pousser à aller porter plainte même s'ils n'ont pas les moyens? D'abord, porter plainte, c'est gratuit, d'accord? Après, ce qui a un coût, c'est quand on prend un avocat pour que le dossier avance, parce que parfois le dossier, il est mis sur une pile, en dessous de la pile, pas obligatoirement au-dessus, avec les difficultés que j'indiquais tout à l'heure sur le fait que les policiers et les gendarmes, voire les procureurs, n'étaient pas sensibilisés à cette question. Donc oui, prendre un avocat, ça a un coût. Si on veut faire avancer les choses, il y a des associations de victimes, il y a l'aide juridictionnelle qui peut permettre à ces personnes d'en bénéficier. Il faut en parler aux parents, parce que si les parents ont un petit peu plus de moyens, le but c'est que ça aboutisse. Et plus il y aura de condamnations, moins il y aura de cyberharcèlement. Pour montrer aux téléspectateurs, voilà, c'est la plainte que j'ai posée pour cyberharcèlement. Je l'ai posée en juin dernier, j'ai pas eu de nouvelles. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? 6 mois après, j'ai pas de nouvelles, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Alors après, on n'enseigne pas assez le droit et les procédures au collège et au lycée, c'est bien dommage. Cette année, il y a eu la première journée juridique dans les collèges et lycées. C'est dire le retard qu'on a, notamment par rapport aux pays anglo-saxons. Les gens ont l'impression, les victimes en général, pas seulement de cyberharcèlement, qu'à partir du moment où elles vont déposer plainte, tout va se mettre en branle, il va y avoir une énorme machine qui va se mettre en branle quasiment automatiquement et que tout va bien rouler, qu'ils vont être informés, etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut aller au devant du renseignement, il faut aller chercher l'information, il faut relancer. On peut trouver ça évidemment dommage, mais si on pense que c'est juste dommage et que ça n'est pas normal, mais qu'on fait rien, ça n'avancera pas. Donc oui, c'est normal qu'après avoir déposé une plainte, vous n'ayez pas tout de suite une information. Enfin, quand je dis normal, c'est habituel. C'est anormal, mais c'est habituel. Donc il faut aller au-devant de cette information. Est-ce qu'après avoir accompagné Nadia Dam et Nikita Bellucci... Et d'autres, dont on ne parle pas. Est-ce que vous-même, vous avez été victime de cyberharcèlement? Non. J'ai un avantage d'abord, parce que je suis avocat, donc on se dit attention, il peut quand même peut-être faire quelque chose. Et puis je suis sous mon vrai nom. Je n'ai pas choisi de pseudo. Je ne suis pas sous pseudonymat. Et finalement, cette manière cash d'être là, de dire je suis là, je suis avocat, je suis pénaliste et je sais faire, c'est une manière sans doute d'éviter les problèmes. Maintenant, nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri. Et j'ai pour position, quand on vient un petit peu me chercher les poux dans la tête, surtout de ne pas répondre. Parce qu'on ne convainc pas quelqu'un à travers un écran. On le convainc en face à face. Justement, quelle technique vous conseillez à ces personnes victimes de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui reçoivent parfois des appels à leur employeur ou à leur école? Qu'est-ce que vous leur conseillez? D'abord d'aller déposer plainte.
Ensuite, de donner éventuellement les noms, de faire des captures d'écran, de donner les adresses, les adresses des tweets ou les adresses des posts Facebook ou autres pour permettre une identification. Il faut savoir que lorsque Twitter suspend un compte, on perd toutes les données. Donc la suspension et le signalement à Twitter n'est pas obligatoirement une bonne chose en cas de cyberharcèlement grave, parce qu'après, on n'a plus les moyens de retrouver les comptes, ce qui n'est pas le cas sur Facebook. Et puis ensuite, signaler à Pharos s'il y a une urgence, signaler à son commissariat, sa gendarmerie, bien évidemment. J'aimerais vous citer un tweet qui a été de cyberharcèlement. J'aime le cyberharcèlement quand c'est dirigé comme des schmettes, comme Hugo Couturier. Ne relâchez pas vos efforts, les mecs. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de tweet ? Il y a une... C'est un tweet qui a eu 40 RT. Ouais, c'est bien pauvre. D'abord, c'est une infraction très masculine. Le cyberharceleur est en grande majorité masculin. En tout cas, dans les exemples que vous avez cités et dans les autres affaires dont j'ai eu à connaître, ça n'était que des hommes. Ensuite, les cibles, vous êtes un contre-exemple, mais les cibles sont majoritairement des femmes. On va les ravaler à leur rang sexuel, on va parler de viol, on va parler encore pire sur leur physique et autres. Ça montre le côté un peu bas de plafond, hein, on est d'accord. Après, il y a toujours cette émulation qu'ils se font entre eux. Voilà, on va se dire, voilà, on est là, on y va les gars, on y va les gars. Dans la deuxième affaire Nadia Dam, puisqu'il y en a eu 2 la même semaine, celui qui avait dit « je vais venir sur Paris bientôt et venez, on va se retrouver, etc. » D'abord, c'est un message qui a été lu par 12 personnes, donc il n'a pas beaucoup d'amis, ce garçon. Et ensuite, quand on l'a vu à la barre du tribunal, c'était pitoyable. C'était quelqu'un qui n'avait même pas eu l'idée de ce qu'il écrivait et qui n'aurait jamais fait ça. Voilà. Maintenant, vous ne pouvez pas empêcher la victime de penser que ça va le faire. Et le but, c'est de faire peur. Le but, c'est d'intimider, voilà, de réduire au silence. Ouais. D'accord. Et leur victoire, c'est la fermeture des comptes. Et la nôtre, c'est de les foutre dans un box et qu'ils soient jugés et condamnés. Vous avez dit que c'était très masculin, les cyberharceleurs. Les cyberharceleurs étaient très masculins. Pourquoi, selon vous, c'est majoritairement des hommes qui cyberharcèlent ? J'en ai aucune idée. D'abord parce que globalement, les infractions pénales sont en très très grande majorité commises par des hommes que par des femmes. Il n'y avait pas de raison que celle-ci soit plus spécifiquement féminine que les autres. Ce sont des hommes pas courageux, c'est tout. C'est ce qui les définit. Quand une personne accusée de harcèlement refuse de répondre publiquement de ces accusations-là en disant que c'est sa vie privée, est-ce que pour vous, le cyberharcèlement, ça relève de la vie privée ou c'est de la vie publique ? Non, ça ne relève en rien de la vie privée. Commettre une infraction, ça n'est pas sa vie privée. C'est commettre une infraction. Si elle est réprimée par le code pénal, qui est cet ensemble de règles pour que l'on vive mieux ensemble, il n'y a pas de vie privée qui tienne. D'accord, c'est parfait. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter aux victimes de harcèlement ou aux harceleurs qui pourraient nous regarder ? Aux victimes, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On avance. Ça avance de mieux en mieux. C'est lent, c'est compliqué. Parce que parfois en France, on a un millefeuille de choses et que c'est des préoccupations qu'il faut porter au plus haut niveau. Et puis aux cyberharceleurs, j'ai rien à leur dire.